Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de découvertes des différents packs de démarrage de Altered. Pour cette première vidéo, on va découvrir le pack de démarrage Muna. Donc je vais l'ouvrir avec vous et on va voir ce qu'il contient. Euh, alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir déjà? C'est pas une ouverture facile. Voilà, Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Si ça veut bien sortir. Toujours pas les cartes. Je l'ai ouvert par le bas, par le haut, mais j'aurais peut-être dû ouvrir par le bas en fait. Ah, c'est bon, je l'ai. Heureusement que je garde pas la boîte, ça aurait été un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Donc, tout d'abord, on a les cartes, hein, bien évidemment, c'est plus pratique pour jouer. On a une série de différents jetons pour vous permettre de jouer au jeu. Donc, les jetons des différents états, ancrés, fugaces, les boosts, etc. Là, les jetons pour les différentes factions. Et est-ce que de l'autre côté... Non, ouais, donc c'est la même chose de l'autre côté, à part pour les jetons de boost, où de coup, suivant le côté, on a les plus un ou plus 2. Ok. Donc c'est intéressant pour débuter. Par contre, si vous jouez certains types de cartes, vous aurez besoin rapidement de plus de jetons. Donc soit d'avoir un autre starter avec ces jetons, soit d'acheter des accessoires à côté, ou alors de vous les fabriquer vous-même. Ça marche aussi. Ok. On a je vais le déplier, un petit tapis de jeu. Je vais arriver à bien le déplier correctement. Ouais, c'est bon. Alors, je vais essayer de le montrer. Voilà, donc bon, c'est pas très pratique à la caméra, mais ce que vous voyez, vous avez les différentes zones de jeu, donc ça, ouais, c'est comme dans tous les TCG, hein, c'est pour pouvoir débuter. Et bien sûr, par la suite, vous pourrez vous acheter des tapis plus rigides si vous jouez vraiment et tout. Ce sera bien plus pratique. Ici, on a un livret des règles, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est toutes les règles du jeu. Sachant que vous pouvez retrouver aussi les règles en format PDF sur le site officiel. On va mettre ça de côté. Et on va découvrir ce que contient ce deck de démarrage. À savoir que normalement, les decks de démarrage sont vraiment très bien pour débuter, contrairement à certains jeux où les decks ne sont pas du tout compétitifs. Là, vous pouvez directement vous amuser avec un deck de démarrage. Hop, on fera ça. Ok, alors, carte nouveau joueur. Ça, je pense que c'est pour emmener vers un lien qui donne un tuto vers le jeu. Enfin, un lien vers le site officiel, j'imagine. Il y a un de l'autre côté, ok. Donc, dans ce deck, vous aurez le héros Teija et Nora. La carte héros Teija et Nora, sachant que chaque faction, pour rappel, a 3 héros différents. Donc, pour avoir les autres héros d'une faction, il vous faudra passer par les boosters, évidemment. Pour information, les decks de démarrage contiennent, du coup, il y a une carte de héros, 31 cartes communes et 8 cartes rares. Bien évidemment, il n'y a pas de cartes uniques dans ces decks-là. Donc, on a une Kitsune. Ok, donc pourquoi pas. Donc, j'imagine que ce deck-là, il doit être
Ah, je sais pas ce qu'il a accès plus boost ou ancrage, je sais pas trop, on va voir. Ok, donc en 3 exemplaires, pourquoi pas. Des vendangeurs du fuseau, donc là j'imagine qu'on va l'avoir aussi en 3 exemplaires, celle-là, parce que c'est des cartes assez. Des cartes qui coûtent 1, donc c'est assez simple à poser en début de jeu. Ouais, c'est ça, donc x3. La fille d'Yggdrasil, oui, ok, d'accord, donc cette carte-là est plus souvent jouée, je pense, en version rare qu'en version commune. Notamment parce que la version rare permet à ce que chacun des deux joueurs pioche une carte et non pas juste l'adversaire. Donc ça permet de réduire un peu le malus qu'on s'inflige en faisant piocher l'adversaire. Mais bon, pourquoi pas. Inari, donc ça c'est juste une carte qui sans effet particulier. En x3 aussi. Bah, évidemment, vu que c'est un deck de démarrage, il y a beaucoup de cartes communes qui seront de base en x3. C'est assez logique. Il y a Druid Muna qui a fait un effet de la réserve du coup. C'est quoi celui-là? Un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré. Ok, donc ça faut le défausser de la réserve, pourquoi pas. Cernunos, donc lui pareil, une carte sans effet, juste pour qui est jouée pour les stats. Sommeil réparateur, ça c'est une carte très intéressante, du coup qui permet d'endormir un personnage, du coup comme c'est indiqué, ça ignore ses statistiques, sauf que du coup il reste sur le terrain pour le tour d'après. Ça peut se jouer à la fois sur les cartes de l'adversaire, mais aussi sur ses propres cartes. Par exemple, si on voit qu'on a perdu une manche, enfin qu'on va perdre une manche, mais qu'on veut quand même garder notre carte, on peut utiliser un sommeil réparateur pour préserver notre carte pour le tour d'après. Ça peut être une stratégie. Sachant que cette carte-là, elle est plus souvent jouée du coup depuis la main que depuis la réserve, parce qu'elle coûte bien plus cher depuis la réserve, mais ça se fait aussi. Le champignon éterneur, donc c'est marrant parce que là, j'étais habitué à voir pour cette carte-là son illustration alternative du Kickstarter. Et donc là, j'ai enfin la carte avec l'illustration classique. Donc une carte classique Mona qui gagne ancré. Pourquoi pas. Ah, et celle-là, du coup, ils l'ont mis aussi en version rare. Intéressant. Et donc la différence, c'est que cette carte-là, du coup, elle gagnera un boost au prochain tour sur la phase du midi. Et donc, vu qu'elle de base, elle est ancrée, donc elle gagnera forcément un boost au second tour. Donc c'est assez intéressant. Yongzhu tisserand verdoyant. Donc lui, qui se booste si on a 2 plans déjà en jeu. Et donc c'est là où par exemple le fait d'ancrer ses cartes est intéressant parce que ça permet d'avoir plus facilement plein de monstres en jeu et de pouvoir utiliser par exemple son effet. Ah, et donc du coup là, elle est aussi, il y a aussi un d'exemplaires qui est en rare. Ok, donc du coup la différence sur celle-là, c'est juste, elle coûte un peu moins cher, mais en contrepartie, elle a moins de stats de base. Voilà, donc je sais pas, ça dépend de la stratégie. Si vous voulez avoir des cartes avec un coût un peu plus faible, mais pouvoir en poser un peu plus par exemple, c'est à voir. Et donc pour rappel, pour ceux qui, je leur dis comme ça, qui ne sauraient pas, la limite de cartes, du coup dans un deck, c'est 3 cartes avec le même nom, peu importe la rareté. Donc là par exemple, il y a 2 cartes communes et une carte rare. On peut pas avoir par exemple 3 cartes communes et 3 cartes rares avec le même nom. Voilà. Abreuvé, donc qui permet de booster une créature. Ok. Et donc là pareil. Ah donc encore une avec 2 communes et une rare. La rare du coup un peu plus chère à jouer que ce soit depuis la main ou la réserve, mais permet de gagner 2 boosts
de faire gagner 2 boosts à 2 créatures au lieu de 1 boost. Donc c'est intéressant. Le pignon pugnace, du coup, ce nom, je sais pas pourquoi il me fait rire. Qui est une carte assez chère à jouer, mais qui du coup pas. Alors je vais voir si on a la carte en. Ouais, voilà. Cette carte-là, par exemple, elle est plus intéressante à jouer en rare parce qu'elle coûte 1 de moins. Et vu les stats qu'elle donne, c'est déjà plus intéressant. Entraînement à la méditation, donc un sort qui permet de faire gagner ancré à une de ses créatures. Voilà, c'est simple. Et qui coûte, du coup en rare, qui coûte moins cher à jouer depuis la réserve. Et si on la défausse depuis la réserve, on peut faire gagner un boost à une créature. Pourquoi pas. Mais du coup, alors ça... Je suis en train de me dire que c'est pas mal, mais je trouve ça assez bizarre d'avoir à la fois réduit son coût pour le rejouer depuis la réserve et rajouter un effet depuis la réserve. Parce que du coup, on peut peut-être hésiter à la façon dont on veut la rejouer. Je sais pas. Parvati, du coup, directement en rare. Ok. Donc on voit que son coût est différent depuis la réserve sur la rare. Donc je me souviens plus de comment elle est en commune, mais j'imagine ça doit être une 4-4. Et là, son effet qui permet de faire gagner ancrer un personnage ciblé qui s'applique du coup en rare quand on la joue depuis la main ou depuis la réserve. Pourquoi pas. La danseuse d'étoffe Lyra. En rare pareil. Donc ça c'est intéressant parce que cette carte là c'est une carte à la base du coup, comme son indique, de la faction Lyra. Donc c'est une transfuge. Je savais pas qu'ils avaient mis des transfuges dans les starters. C'est intéressant, ça permet de comprendre le concept. Alors, si vous voulez pouvoir différencier les cartes transfuges, c'est simple. Si on prend par exemple cette carte-là, je vais essayer de zoomer. On voit ici là, numéro de la carte BTG 107R. Et si on prend une carte transfuge, donc les cartes transfuges sont de toute façon des cartes rares, on voit BTG 072F. Alors F, j'imagine pour peut-être pour faction, pour dire que c'est hors sa faction. Et donc voilà, ça vous permet de savoir les cartes rares qui sont des cartes transfuges ou non. Et donc du coup, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait un petit point de lumière, pardon. Jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. Ok, donc ce qui fait que ouais, s'il devait être envoyé en réserve, défaussez-le à la place. J'imagine que ça peut être intéressant de faire ça sur une carte de l'adversaire, par exemple, pour être sûr de ne pas l'avoir revenir au tour d'après. Un petit entraînement physique en rare. Pourquoi c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est les cartes rares qui brillent un peu plus avec la lumière. Pourtant, elles sont pas faibles. Du coup, entraînement physique. Un personnage ciblé gagne 3 boosts. Que voilà, c'est juste un gros bonus. Donc à jouer par exemple sur vos cartes qui sont ancrées ou que vous allez ancrer. Histoire de profiter du boost sur plusieurs tours. Et on arrive du coup à la fin des cartes du deck. Ici, vous avez les cartes du coup qui composent le terrain de jeu. Donc, si vous avez déjà vu comment le jeu se joue, vous avez les cartes qui sont mélangées en début de partie et où vous placez vos jetons. Et du coup, ça permet de faire avancer vos jetons sur la piste. Et du coup, c'est intéressant, c'est que comment dire, le fait d'avoir ça dans les starters, ça fait que vous ne manquerez jamais de cartes de pistes pour pouvoir jouer. Vous êtes sûr qu'au moins un des joueurs aura forcément, en toute logique, de quoi faire la piste. Parce que si vous avez juste vos cartes, vos cartes du deck, c'est un peu compliqué. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière quand j'ai été à un tournoi. On avait beaucoup de monde à avoir juste des displays, donc ne pas encore avoir de starter. Donc c'était un peu gênant. Obligé de demander aux autres et tout. Donc je vais essayer de vous montrer par exemple pour ceux qui ne sauraient pas détacher un petit jeton.
Voilà. Donc, par exemple, ouais, vous placez au fur et à mesure vos jetons comme ça, et vous les faites avancer au fur et à mesure. Voilà. À savoir que pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez... alors ça c'est pas encore en vente, ce sera en vente du coup à la sortie du jeu, il me semble, ou c'est après, je sais plus trop. Vous pourrez acheter des accessoires en acrylique qui sont faits par Game Genic. Voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir les accessoires en carton. Donc ce sera à vous de... Oula. À vous de voir. Donc on a les différentes cartes de la piste comme je le disais. Ça, c'est les cartes qu'on met en début de chaque côté, parce qu'au début du jeu, on commence du coup avec les 3 terrains disponibles. C'est pour accélérer le début de jeu. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà, de chaque côté du coup de ces terrains-là, on a le terrain qui sert en cas d'égalité. Du coup, en cas d'égalité sur une partie, les deux joueurs s'affrontent et c'est celui qui a le plus gros score qui gagne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un rappel rapide des règles, donc c'est toujours pratique à avoir sous la main, surtout vu que le jeu vient de démarrer, tout le monde n'est pas forcément habitué avec les règles. Là, pareil avec les icônes pour les différents effets. C'est pas mal aussi. On a quelques petits jetons, d'accord. Jetons recrueur 10, Scarabot, notre recrueur 10, ok. Notre recrueur 10. Ok, alors je sais pas pourquoi avoir mis autant de... Et un petit foiler commun, pourquoi pas. Pourquoi avoir mis autant de jetons... comment dire dans un deck Muna. Je sais pas. Ah, un petit son, vous l'avez peut-être entendu. C'est un petit problème avec mon PC. Ok, pourquoi pas. Je sais pas trop, enfin, je me dis que c'est peut-être un peu inutile, mais bon, c'est toujours... ouais, je sais pas trop. C'est pour remplir remplir le starter, pourquoi pas. Et ouais, du coup, le petit foiler commun, bon, c'est pour, pareil, là, pour introduire le concept des foilers. Ok. Et bah, c'était intéressant, donc oui, un petit deck bien sympa pour démarrer, donc voilà. J'ai choisi de commencer par présenter celui-là parce que c'est la faction que je joue, mais je compte faire du coup une vidéo pour les 6 decks de démarrage disponibles. Voilà, donc j'ai pas trop de trucs à dire en plus. J'espère que cette petite découverte du starter vous a intéressé et vous permettra potentiellement de choisir avec lequel vous avez envie de démarrer. Voilà. Donc moi, je vous dis merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.